Un certain nombre de journaux des États-Unis sont sortis avec des titres comme «Le hantavirus a tué Gene Hackman» et aujourd'hui il flotte sur l'Atlantique. Qu'est-ce que c'est que ce virus? Qui l'a laissé voguer sur un navire qui fait escale dans de nombreux ports du monde? La deuxième histoire qui agite l'Amérique aujourd'hui, c'est bien sûr celle de Mamdani, notre maire préféré de New York, qui est en train de sombrer. Eh bien, comme il a été écrit dans une boutique en ligne, dans sa propre merde, scientifiquement parlant, c'est un maraudeur moral et un fripouille. Pourquoi est-ce un fripouille? Il coule, tout simplement. La raison est la suivante. Sans l'argent des autres, le socialisme, c'est fini. Et nous allons analyser cette histoire qui est amusante pour nous, mais pas du tout, vraiment pas du tout amusante pour les habitants de New York. Mais nous allons commencer par l'horreur appelée, comment ça s'appelle déjà donc? Hantavirus. Donc, le 26 février 2025 à Santa Fe, au Nouveau-Mexique, dans une grande maison sur le flanc d'une montagne, on a trouvé les corps de 2 personnes et de l'un de leurs chiens. L'une de ces personnes, vous la reconnaîtrez sur la photo. C'est Gene Hackman, double lauréat de l'Oscar, l'un des plus grands, sans doute, acteurs américains du XXe siècle. À côté de lui, sa femme Betsy Arakawa, une pianiste américaine d'origine japonaise. Donc, il avait 95 ans, elle en avait 65. La première chose à laquelle vous avez pensé, bien sûr, c'est au Covid, oui. Ou peut-être au gaz, ou à une crise cardiaque. Rien de tout cela. Personne n'a pensé à ce qui s'est avéré être la vérité. C'est donc le hantavirus qui a tué Betsy Arakawa, un virus transmis par les souris. Avant, c'était en soi des chauves-souris. Maintenant, ce sont simplement des souris, dont la plupart des Américains ont entendu parler pour la première fois, précisément ce jour-là. Nous ne savons pas, peut-être qu'il a été créé par le même groupe qui a créé le coronavirus, peut-être qu'il a été financé par l'Amérique, puis, comme le coronavirus, transmis à la Chine ou Dieu sait où encore. Et voilà, mes amis, 14 mois après la mort de Betsy. Le même type de virus, d'ailleurs une souche plus dangereuse, a provoqué une épidémie sur un paquebot de croisière au large de l'Antarctique. C'est cette histoire qui anime aujourd'hui les débats mondiaux. Aujourd'hui, je vais vous raconter comment ils sont morts, ce qui s'est passé sur le navire, pourquoi cela pourrait devenir un nouveau et plus effrayant Covid, et je vais expliquer pourquoi il serait plus effrayant. Et que devons-nous faire dès aujourd'hui pour ne pas répéter les erreurs de l'année 2020? Au milieu de cette vidéo, je vais vous révéler le détail le plus inquiétant concernant cette souche des Andes, comme ils l'appellent, c'est-à-dire le variant de ce virus même, ce que le hantavirus, que Betsy Arakawa, il y a 1 an et demi, ne pouvait pas faire. Autrement dit, la nouvelle variante fait déjà plus. Vous comprendrez pourquoi les autorités des îles Canaries ont refusé de laisser entrer un navire avec des passagers infectés simplement dans leur port. Si vous tenez à une analyse sérieuse en russe, abonnez-vous et cliquez sur la cloche partagée, on continue. En février 2025, à Santa Fe. Dans la maison des Hackman, cela fait déjà 1 semaine que personne ne répond au téléphone. Les voisins s'inquiètent, 2 facteurs laissent que des colis, personne ne les récupère. Le 26 février, un technicien vient vérifier la sécurité de la maison et les trouve. Le corps de Betsy Arakawa est sur le sol de la salle de bain, à côté des médicaments pour la thyroïde. Le corps de Gene Hackman est dans l'entrée, près de la porte, comme s'il avait essayé de s'en approcher. Près de lui, il y a une canne et un chien. L'un des 3 chiens, l'un est mort. La police a d'abord soupçonné le monoxyde de carbone, puis quelque chose lié à l'électricité. Ce n'est qu'au bout de 2 semaines que les médecins légistes ont découvert la vérité. Betsy est morte vers le 12 février, soit 2 semaines avant que les corps ne soient retrouvés. La cause était un hantavirus, c'est-à-dire aussi un syndrome pulmonaire, un peu comme avec notre coronavirus. C'est une maladie rare qui se transmet par les rongeurs aux États-Unis, principalement par les souris sylvestres. C'était la première fois, il y avait moins de 20 cas par an en moyenne dans tout le pays, avec une mortalité. Et là, messieurs, j'en suis tombé des nues, jusqu'à 50%. Ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas 10 personnes sur 1000, c'est 500 sur 1000. Sur l'ordinateur de Betsy, les enquêteurs ont trouvé des recherches, des requêtes. Quelques jours avant sa mort,
Elle cherchait si le Covid pouvait provoquer des vertiges, la grippe, des symptômes, des saignements de nez. Elle essayait de comprendre ce qui lui arrivait, mais elle n'a pas réussi et n'a appelé personne. Le principal, c'est qu'elle n'a pas deviné que cela pouvait être quelque chose de plus grave que simplement la grippe. Et Gene Hackman, qui souffrait de la maladie d'Alzheimer et d'une grave insuffisance cardiaque, est resté seul dans la maison avec sa femme décédée, avec 2 autres chiens, sans aide. Peut-être qu'il ne comprenait même pas ce qui s'était passé. Il est décédé environ 1 semaine plus tard. L'homme a encore vécu 1 semaine après la mort de sa femme, d'une insuffisance cardiaque. Cette histoire a horrifié l'Amérique. Le grand acteur, oublié à cause de la maladie qui a emporté sa femme. Le mot hantavirus, que seuls quelques-uns connaissaient auparavant, est devenu un mot passé dans le langage courant. Et maintenant, 14 mois plus tard, le même type de virus, mais encore plus fort, fait à nouveau la une des journaux. Un paquebot de croisière, le MV Ondy hollandais, 147 passagers et membres d'équipage itinéraire, Amérique du Sud, Atlantique, îles Canaries, Europe. Parmi les passagers, un couple hollandais passionné d'ornithologie. Avant d'embarquer sur le navire, ils ont fait un tour des réserves naturelles d'Argentine, du Chili et d'Uruguay. Parmi les endroits qu'ils ont visités, il y a la région où vit le colilao à longue queue. Mesdames et messieurs, c'est la première fois que j'entends cela. La souris sud-américaine, comme il s'est avéré, est le principal vecteur du virus des Andes, cette même souche dont nous parlons. Ils sont montés à bord du navire. Le navire est parti dans l'Atlantique pendant la première semaine de navigation. Le couple a commencé à se plaindre de symptômes tels que fièvre, faiblesse, troubles digestifs, et le médecin du navire a supposé une intoxication alimentaire. Peut-être que le traitement était symptomatique. À la fin de la 2e semaine, ils sont tous les 2 morts, puis d'autres passagers et un membre de l'équipage ont commencé à tomber malades. Au moment où le navire s'est approché des îles Canaries, le capitaine avait 7 malades et 3 corps. Le couple néerlandais, un citoyen allemand. Le capitaine a demandé l'autorisation d'entrer dans le port de Santa Cruz. J'ai toujours des problèmes avec les noms étrangers. Les autorités des îles Canaries ont refusé. C'est devenu la principale nouvelle choc des 3 derniers jours de l'Union européenne. Ils ont fermé le port devant un navire avec des passagers décédés et des malades à bord, un véritable bateau fantôme moderne. La question est, pourquoi ? Parce que les tests de laboratoire réalisés par l'Organisation mondiale de la santé ont confirmé que ce n'est pas le coronavirus, ce n'est pas une intoxication alimentaire, c'est la souche des Andes du hantavirus. Et voici le détail inquiétant que je vous avais promis. Le virus Andes se transmet entre personnes. Contrairement à l'hantavirus qui a tué Betsy, la souche sin-nombre, qui ne se transmet que des souris à l'homme, la souche Andes peut se transmettre d'une personne à l'autre. Ce sont les seuls hantavirus connus de la science capables de cela, de personne à personne, lors d'un contact étroit et prolongé. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui est écrit là-bas. Lors d'un contact étroit et prolongé, c'est-à-dire lors d'un contact rapide. Un contact étroit, mais bref, ça ne marche pas. S'agit-il vraiment de biologistes ou pharmacologues, ces mêmes personnes en blouse blanche tuées et ayant travaillé là-dessus ? Voilà pourquoi les îles Canaries ont refusé l'accès au port. Voilà pourquoi la Suisse a déjà confirmé un nouveau cas chez un passager, Sachetsov, dans l'un des premiers ports. Voilà pourquoi la Californie et 3 autres États américains surveillent actuellement leurs habitants qui ont été à bord de ce même navire. Voilà pourquoi l'OMS a publié une alerte d'urgence à tous les pays. Autrement dit, la panique a déjà commencé, comme on dit. Le navire est devenu un foyer flottant. Eh bien, imaginez ces gens. Oui, ils sont assis là sur ce navire. 147 personnes moins 3, ça fait 144. Et rien. Ils ne peuvent ni descendre ni monter. Rien. 3 passagers ont été évacués par hélicoptère vers un hôpital à Tenerife. Les autres restent à bord en quarantaine. Le navire se dirige vers la haute mer. Il attendra une décision. Et voici la question centrale que tout le monde se pose aujourd'hui. Est-ce une nouvelle épidémie ? Est-ce une nouvelle pandémie ? Je vais être honnête, les parallèles superficiels sont très forts. Un paquebot de croisière avec un foyer d'infection. Eh bien, comme le Diamond Princess en quelle année ? En 2020.
des passagers dispersés dans le monde avant le diagnostic. Une létalité élevée. Je crois que c'est environ 25 fois plus élevé. Transmission d'homme à homme, donc réaction d'urgence. Les pays paniquent. L'Organisation mondiale de la santé donne des directives. Avec le coronavirus, elles étaient complètement contradictoires. C'était un vrai désordre. Mais si on creuse plus profondément, il y a des différences fondamentales. Et honnêtement, elles font vraiment réfléchir et penser que ce n'est pas le cas. C'est cauchemardesque, comme cela aurait pu l'être. Première différence. Le Covid se transmettait par voie aérienne, facilement. Sur de longues distances, plusieurs mètres, dans le métro, les magasins, les restaurants, le hantavirus, Andes, celui-ci. Seulement en cas de proximité. Et encore, ich patronnement miti, fanti par setome, il parle d'un contact prolongé, généralement entre membres d'une même famille ou partenaires sexuels. Ce n'est pas une pneumonie qui se transmet par voie aérienne, dans n'importe quel espace clos. Deuxième différence. En 30 ans d'observation du virus des Andes, moins de 300 cas de transmission interhumaine ont été documentés. Moins de 300 en 30 ans. Dans le monde entier. Les cas de Covid la première année se comptaient par centaines de millions. Mais encore une fois, nous ne savons pas. Si nos gars, nos jeunes hommes et nos filles ont fait des efforts, alors peut-être que maintenant ça se propage mieux et plus facilement. Troisième différence, nous savons quoi chercher. Nous savons comment soutenir une personne infectée. Nous connaissons la source, les souris. Nous connaissons la géographie, les Andes. Ce n'est pas un nouveau pathogène mystérieux. C'est un ennemi connu, suivi par les épidémiologistes depuis 30 ans encore une fois, à moins qu'on ne l'ait aidé. C'est justement ce à quoi ils essaient de répondre maintenant. Y a-t-il eu une intervention humaine ou non ? Quatrième différence. Aux États-Unis, cela existe déjà depuis 1925, après la mort de Betsy. Des recherches sur les vaccins contre l'hantavirus ont été lancées. Des laboratoires et instituts académiques travaillent sur ce sujet. Nous ne partons pas de zéro comme pour le Covid. Quand tout un groupe d'enquêteurs était au courant, mais restait muet comme une carpe, parce qu'ils avaient participé à sa création. C'est pourquoi ils ne voulaient vraiment pas ouvrir la bouche. Nous commençons seulement maintenant à y parvenir. Alors, mes amis, ce n'est pas un nouveau Covid. Cela peut être autre chose car la létalité atteint 50%, mais ce n'est pas un nouveau Covid. La seule menace, notamment pour les passagers descendus du navire et désormais dispersés dans divers pays. Il faut les retrouver. C'est nécessaire pour eux et pour toutes les personnes avec qui ils sont en contact étroit et prolongé. Qu'est-ce que ça veut dire, prolongé ? Ce n'est pas clair. Plus de 4 minutes ou moins. Et dans ce domaine, le système de santé mondial fonctionne beaucoup plus rapidement qu'en janvier 2020. Et ici, mes amis, je voudrais m'adresser directement à vous. En 2020, lorsque le Covid a commencé, nous avons tous, peu importe dans quel pays nous étions, vécu la même expérience. L'expérience de voir la peur de la maladie se transformer en un instrument de contrainte politique. Ah, je les aime, nos dirigeants, nos gouvernants. Confinement, interdiction, vaccination obligatoire, fermeture des églises, interdiction des manifestations. Mais c'est vrai, si tu es gouverneur, tu pouvais emmener tes amis au restaurant, enlever tous les masques. Ça, c'est à part. Ou si tu es président du Parlement, tu pouvais te promener sans masque devant tout le monde. Et ensuite venir enlever ton masque et discuter sans masque avec les gens qui t'ont fait toutes sortes de soins cosmétiques là-bas. Parce que bon, c'est évident que rien n'atteint le président du Parlement ou le gouverneur. La saleté n'atteint pas les sales types. Donc tout ce qui nous est arrivé, y compris la censure sur les réseaux sociaux. La destruction des petites entreprises restait sous la bannière de la santé publique. Ils voulaient dire le bien public, mais ensuite ils ont décidé que cela ressemblerait trop à l'URSS. C'est pourquoi ils ont choisi la santé publique. Ou la santé du bien public, ou le bien de la santé publique. Dieu seul sait. Au fait, pour revenir à Moscovie, Berdyaev, dans Les origines et le sens du communisme russe, il avait un ouvrage intéressant comme ça. Il a écrit « Les tyrannies les plus terribles ne naissent pas du tyran, mais de la peur des masses, prêtes à abandonner leur liberté contre des promesses de sécurité. » Et dans la continuité de cela, Benjamin Franklin, qui connaissait bien évidemment le travail de Berdyaev, a dit « En réalité, c'est encore plus simple. » Il a dit « Celui qui renonce à la liberté pour la sécurité n'aura ni l'une ni l'autre.
Aujourd'hui, quand nous voyons des gros titres sur un navire, sur la quarantaine, sur des ports fermés, nous devons nous interroger, nous demander « Sommes-nous prêts à revivre l'année 2020 ? Sommes-nous prêts à fermer à nouveau les écoles ?» On ne comprend même pas pourquoi. Voilà. Ils sont prêts à vacciner les enfants. Ils ont une immunité de fer. Non. Il fallait détruire cette immunité pour pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est vrai, c'est beaucoup d'argent. 100 à 200 milliards de dollars. Êtes-vous prêt à redonner à l'État le pouvoir d'interdire les rassemblements, les déplacements, le commerce ? Parce qu'il y a des gros titres effrayants. Personnellement, non. Ils diront non. Pourtant, j'ai une conclusion optimiste, aussi étrange que cela paraisse, non ? Le hantavirus, Dieu merci, est une menace connue. Les scientifiques le connaissent depuis 30 ans, les hôpitaux peuvent le diagnostiquer en quelques heures. La prévention consiste simplement à éviter tout contact avec les rongeurs et leurs excréments. Le traitement est de soutien, mais un service de soins intensifs moderne gère la plupart des cas si la personne arrive à l'hôpital à temps. Les leçons du Covid fonctionnent déjà. Les épidémiologistes ont réagi, disons, relativement rapidement, les passagers sont suivis, les contacts proches sont sous surveillance. Les recherches sur les vaccins sont en cours. Tous les États du monde reçoivent les données en même temps et les échangent entre eux. Et ce n'est pas janvier 2020, parce qu'à ce moment-là, il y avait de la panique. Les gens ont paniqué, en fait cette panique elle a été sérieusement amplifiée, par certaines personnes intéressées, je dirais. Si le hantavirus, celui des Andes, doit nous donner une leçon, ce sera celle-ci. Une société informée gère les problèmes bien mieux qu'une société effrayée. En général, quand la foule est paniquée, le savoir vaut mieux que la peur. La compréhension vaut mieux que la contrainte. Une personne libre vaut mieux qu'une masse contrôlée. Et c'est ça, l'essentiel. Une personne libre vaut mieux qu'une masse contrôlée pour nous, pour vous et moi. Mais pas pour le gouvernement. Une masse mieux contrôlée. Et c'est en gros la racine de nos désaccords avec tous les dirigeants qui nous montent sur le dos. Nous les élisons pour qu'ils nous protègent. Ils montent aussitôt sur notre dos et essaient de nous diriger. Betsy Arakawa est morte seule parce qu'elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Un couple néerlandais est mort sur un navire, parce qu'ils ne savaient même pas qu'ils avaient ramené ça d'Argentine. C'est pourquoi la connaissance, c'est une protection. Et c'est pour ça que je fais cette émission, en réalité. Pas seulement sur la médecine. Bon, et maintenant, revenons aux communofascistes promis, Mamdani. Répétons encore une fois une affirmation très importante que nous avons faite. Elle dit ceci. Sans l'argent des autres, le socialisme, c'est fini. La première année de mandat d'un maire se passe généralement comme une lune de miel entre le nouveau maire élu et le peuple qui l'a choisi, qui a voté pour lui. Voici Eric Adams, un maire de New York plutôt médiocre. Il était chez lui une maison à Mamdani. En mai, après les élections, il avait environ 59 à 60% d'approbation. Ensuite, sa ça a commencé à baisser, mais à ce moment-là, il avait 60%. Et Mamdani aujourd'hui, c'est-à-dire à la même période, eh bien, il a 17 points de moins. Donc 43%. Pour une ville, c'est très peu. Pour un pays, il y a d'autres mesures. Mais pour une ville, c'est très peu. Surtout pendant l'état de grâce. Et la confiance envers Mamdani baisse, eh bien, je ne sais pas, presque chaque jour, il me semble. À chaque sondage qui sort, boum, encore un peu. Boum, encore un peu. Les gens ont commencé à comprendre qu'ils se sont fait avoir, c'est-à-dire de façon effrontée et sans scrupule dans cette affaire. Ce qui a été promis, il faut l'attendre non pas 3 ans, mais jamais. C'est une sacrée différence entre attendre 3 ans ce qu'on vous a promis et ne jamais le voir venir. Qu'il n'y aura rien de gratuit, et qu'il n'y aura rien du tout, et que les impôts vont augmenter pour tous ceux qui gagnent quelque chose. Et il ne concerne pas seulement quelques milliardaires mythiques, donc ça veut dire qu'on a encore roulé les idiots. Et de la même manière, au même endroit, exactement comme avant. On s'est encore fait avoir. Pourquoi me demanderez-vous ? Parce qu'ils sont idiots. C'est pour ça qu'on les a encore roulés. Pour que le socialisme fonctionne, il faut dépouiller quelqu'un.
Eh bien, c'est facile à comprendre. Le socialisme ne produit pas suffisamment de richesses matérielles pour subvenir aux besoins de tous. Donc, il faut dépouiller quelqu'un. Et dans le cas de New York, donc, ceux qu'il faut dépouiller, les blancs viendront dépouiller, les rouges viendront dépouiller. Ils s'enfuient tout simplement. Où vont-ils? C'est simple. Ils s'enfuient vers d'autres États où il n'y a pas de taxes folles comme à New York, où il n'y a pas de politique, disons, de non-arrestation des clandestins, où les rues sont nettoyées des ordures. Et en fait, on n'y tue pas les passants. Ces endroits se trouvent dans certains États, dans certaines villes, et dans des régions dirigées par les républicains. Donc ce sont des républicains élus par la population et non des démocrates qui ont triché lors des élections. La situation est tellement mauvaise que Mamdani a avoué qu'il n'arrive pas à tenir toutes ses promesses. Eh bien, pas toutes. Most populous city. La ville la plus peuplée. Une ville en faillite. Il a dû l'admettre. Il admet lentement mais sûrement qu'il ne tiendra même pas le 10e de ses promesses. Donc, les choses ne vont pas très bien pour Mamdani. En réalité, les choses vont incroyablement mal. C'est une catastrophe historique. Ce sont des mots codés qui signifient « Donnez-moi encore quelques années, puis je commencerai à mentir sur autre chose et vous me croirez à nouveau. » Et le voilà, notre héros. Quand je me suis présenté à la mairie, j'ai promis de taxer les riches. Сегодня мы вводим налог на богатых. Впервые в истории Нью-Йорка мы ввели сбор на второе жилье. Это ежегодный налог на элитную недвижимость от $5 миллионов, где владельцы не живут. Возьмем пентхаус, купленный главой хедж-фонда Кеном Гриффином за 238 миллионов. Налог на второе жилье бьет по богачам, хранящим капитал, mais pas ceux qui vivent ici. Pourtant, ils tirent d'énormes bénéfices en possédant un logement dans la plus grande ville du monde. Les appartements sont vides, les propriétaires n'y habitent pas. Ce système est injuste envers les New-Yorkais qui travaillent, ça suffit. La taxe rapportera un demi-milliard de dollars au budget. L'argent servira à financer les crèches, la propreté et la sécurité. En tant que maire, je pense que chacun doit aider la ville, et certains un peu plus. Quoi? Allons-y et prenons 500 millions aux personnes qui ont acheté des maisons et des appartements à New York. Parce que nous avons expulsé toute la production de la ville, nous ne recevons pas assez d'impôts et nous avons vraiment envie de trouver de l'argent quelque part, et le plus possible. Et aujourd'hui, nous allons voler cela, et demain, nous en volerons encore d'autres. Quel cinglé, vraiment! On parle du tueur souriant. Je veux dire, seul un démocrate peut trouver de la joie et du plaisir à augmenter les impôts de ses concitoyens. Comme vous l'avez entendu, au 79e étage de cet immeuble, dont le penthouse s'étend sur 30 étages, Ken Griffin, le patron de Citadel, l'a acheté pour 238 millions de dollars. Griffin était en Floride. Griffin n'a vu la vidéo virale de Mamdani que plusieurs heures plus tard. Mais quelque part dans la direction de Citadel, on rédigeait déjà une lettre qui allait faire capoter un projet de construction de 6 milliards et provoquer une onde de choc dans chaque conseil municipal. Chez les gouverneurs et les maires qui soutiennent la taxation des riches à travers tout le pays. Le 23 avril. Citadel a fait état d'une note de service interne du directeur des opérations de Citadel, Gérald Bon, envoyée à tous les employés new-yorkais de l'entreprise, dans laquelle les attaques de Mamdani contre Griffin ont été qualifiées de honteuses et le maire accusé d'ignorance et de négligence. Et puis, quelque part dans les profondeurs de cette note se cachait le sort du vaste projet de gratte-ciel Citadel au 350 de Park Avenue. Ce projet a été officiellement gelé. À la place, Griffin étend officiellement son siège à Miami, laissant derrière lui la folie qui s'est emparée de New York. Autrement dit, en se disant que cette sale créature ne s'arrêtera pas, mais continuera à piller et à voler. C'est pourquoi nous allons construire un bâtiment pour, je ne me souviens plus, 1 milliard, 2 milliards, peu importe combien il devait coûter. Pas à New York, mais à Miami.
Et nous transférerons la majorité de nos employés du siège principal de New York vers d'autres endroits. Plusieurs milliards d'impôts iront désormais directement dans les caisses de honte de la ville et de l'État de New York. Eh bien voilà. Si le maire est un idiot ou un voleur ou simplement un sale menteur, alors ceux qui l'ont élu en souffrent. Eh bien, c'est logique, non? Vous êtes des idiots et pour cela, vous devez être punis. Il voudra profiter de ce qu'il a volé. Voilà, et nous, nous emporterons nos biens. Plus loin de vous, et il n'y aura plus rien à voler. Merci. Au final, nous en sommes venus à aller à Miami et à revoir le projet pour rendre l'immeuble de bureau plus ambitieux. Tu t'en vas? La question de savoir quoi faire avec le 350 City reste toujours sujette à débat. Cependant, Miami, à cet égard, ne fait plus l'objet d'aucune discussion. Quand nous avons décidé de quitter Chicago, nous avons dû choisir entre New York et Miami. Nous ne nous sommes absolument pas trompés avec ce choix, c'est à peu près tout. Notre choix s'est avéré être le bon. Et maintenant, le fait que le maire de New York ait clairement fait comprendre que mon partenaire, et surtout mon partenaire new-yorkais. Mon partenaire new-yorkais pense que nous devons doubler la mise à Miami parce que nous voulons être dans un État qui accueille les entreprises, qui valorise l'éducation, qui accueille la liberté personnelle et l'indépendance. Et cela donne aux gens la possibilité de réaliser le rêve américain. Bravo. Si vous avez choisi un communo-fasciste, eh bien, récoltez les fruits de votre décision. Vivez dans la merde, la saleté, la drogue, les meurtres, les crimes dans les rues. Comme vit déjà le centre de Chicago, comme vit déjà le centre de San Francisco, comme vit tout Détroit, tout Memphis, tout Saint-Louis. Baltimore, Berlin, on aime ça. C'est clair pour tout le monde, oui, tout le monde le voit et tout le monde le comprend, et il est facile de constater que toutes ces villes sont dirigées depuis de nombreuses années, voire des décennies, par les démocrates. On continue de les élire parce qu'on espère que cette fois, ils réussiront à voler quelque chose ou à obtenir de l'argent du gouvernement démocrate qui siège à Washington, de l'argent volé aux États qui bossent. Et très rapidement, ils transfèrent tout ça dans ces villes, ils l'y amènent, là où règne ce chaos, où tout le monde se fait voler, et grâce à cette redistribution de ce qui a été volé, ils sont réélus encore et encore. Eh bien, ça s'appelle du communofascisme, oui. Donc toutes ces villes dont j'ai parlé sont dirigées par des démocrates, et maintenant ils sont remplacés non seulement par des démocrates, mais par des démocrates socialistes ou des socialistes démocratiques. En réalité, ce sont des néofascistes, ou selon nous, des communofascistes. En plus de New York, Seattle et Atlanta ont également élu le même genre de responsable qu'à New York. Ils ont fait ce choix à Seattle et à Atlanta. À Portland, ce n'est pas proclamé, mais c'est exactement la même politique. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas simplement « je suis communiste, je suis fasciste, je suis socialiste ». Non, il fait semblant que non, mais en réalité, c'est exactement la même chose. Que Mamdani s'est noyé dans ses propres promesses, ou que Mamdani s'est enfoncé jusqu'au cou, ou que Mamdani se noie dans ses propres mensonges, eh bien les gens ont commencé, le peuple a déjà commencé à se dire ce genre de choses. Oui. Et les pigeons new-yorkais croient n'importe quel idiot, du moment qu'on prononce des mots comme impérialisme ou colonialisme, racisme, trumpisme. Voilà, et que de la bave et des postillons sortirent de leur bouche. Ils n'ont rien appris à l'école, c'est-à-dire qu'ils y allaient officiellement, bien sûr, mais ils n'ont rien appris à part mémoriser des slogans. Ils ne vous comprendront même pas si vous leur dites « le socialisme ne fonctionne que lorsqu'on utilise l'argent des autres, de l'argent volé, puis on commence à serrer la vis à ceux qui ont voté pour lui. Le peuple, la populace, la plèbe, et alors apparaissent qu'on les loubianca. » Ensuite, il faut bien les envoyer quelque part, alors on crée des goulags, des camps de rééducation, appelés différemment ailleurs. On les appelle différemment, mais ce sont les mêmes outils pour éduquer les idiots. Et apparaissent alors des Ceausescu, des Pol Pot, des Staline, des Mao Zedong, des Obama, des Biden. Voilà, tout ça, toute cette merde apparaît.
Actuellement, l'économie des États rouges, axée sur les affaires, est en plein essor, laissant les États bleus, y compris New York, à la traîne. La réalité est la suivante, les entreprises fuient New York sous ce régime idéologique idiot. C'est très simple. Si tu ne nous laisses pas gagner de l'argent dans ta ville, nous irons là où on nous accueille. Et il le montre non seulement par des gestes ou des sourires, mais surtout en ne mettant pas, au minimum, des bâtons dans les roues des entreprises. Et si partir est impossible, alors les gens cessent de faire des efforts, parce qu'on leur enlève leur motivation, ce qui fait qu'ils travaillent moins. Et comme ils travaillent moins, ils s'investissent moins, ils gagnent moins. Cela explique pourquoi. Pourquoi la ville et l'État reçoivent-ils moins dans leur caisse de ce qu'ils appellent des impôts et que nous appelons du vol? Plus tu prends une grande part chez nous, Vassia, c'est aussi Mamdani, n'est-ce pas? Tu reçois moins. C'est une chose étonnante, c'est comme à l'envers. Oh, avant on prenait 10%, maintenant on va prendre 15% et on va recevoir 50% de plus. Ça ne marche pas du tout comme ça. Tu dis, maintenant je vais vous prendre plus, automatiquement dès demain tu commences à recevoir moins de recettes. Bon, disons que certains le savent déjà eux-mêmes, et pour d'autres, que tu leur dises ou non, que tu leur expliques ou pas, de toute façon ils ne comprendront pas. Eh bien, tout ce qui est bon, y compris notre émission à vous et moi, touche à sa fin et merci d'avoir regardé jusqu'ici. Si cette émission vous a été utile, alors mettez un like, abonnez-vous, n'oubliez pas d'activer la cloche et partagez cette vidéo. C'est la meilleure façon de diffuser le savoir, et le savoir, comme nous venons de le constater ensemble, est la meilleure protection. À bientôt Mandani, Mamidani y compris. C'était Léon Weinstein avec vous. Prenez soin de vous, n'ayez pas peur, mais ne l'ignorez pas non plus. Je parle du Covid et d'autres choses. À bientôt.